Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 3 novembre 2022. Je suis un petit peu en perte de vitesse depuis 2-3 jours. Faut dire, l'année a été passablement éprouvante. Nous avons pris à peine quelques jours de vacances. Et l'expérience à Tempéra, pièce de théâtre, performance, à la fois danse, écriture, jeu, peinture, qu'a offert Fabienne Roch tout le long du mois de septembre et du mois d'octobre, sans doute a mobilisé beaucoup d'énergie, car je l'ai accompagnée tous les soirs de représentation. Et après, nous en discutions et j'allais dire ce mot anglais, de nous débriefions, mais nous décantions. Voilà. Et, et sans doute, ça a dû, en tout cas, je ressens une certaine fatigue. Cela a dû drainer beaucoup d'énergie, beaucoup plus que je le pensais. Et puis, c'est occupé à la librairie aussi. Je n'irai pas m'en plaindre. Et donc, je lis pas comme je le voudrais, comme je le souhaiterais. Et bref, je m'en remets aux gens qui franchissent le seuil de la porte pour me nourrir intellectuellement. Mais, en fait, j'aurais envie de dire, c'est là l'essentiel. D'être nourri par d'autres humains, qui sont, va sans dire, aussi des lectrices, des lecteurs. Et aussi, plusieurs personnes aujourd'hui m'ont parlé d'une chose dont je ne vous ai jamais entretenu, sans doute. C'est que, au début de l'été, au début du mois de juillet, a été tourné à l'atelier librairie, le livre voyageur, quelques séquences d'une télésérie. Et la télésérie en question s'appelle Chouchou et c'est scénarisé par Simon Boulris. Et semble-t-il, ça connaît un fort succès. Donc, quelques séquences ont été tournées. Et hier soir, c'était le 8e et dernier épisode de cette série. Et plusieurs clients sont venus me voir aujourd'hui pour me dire qu'ils avaient reconnu la librairie. Alors, bon, ça n'a pas drainé d'énergie. On a loué l'espace et on en a profité pour aller se promener, faire ces longues balades de 15, 16, 17 kilomètres lorsque la météo le permet. Ces longues balades que nous nous offrons à travers la ville, Fabienne et moi. Et puis on marche lentement. Hein. Ce n'est pas du sport qu'on fait. Fabienne est une athlète, est une sportive. Pas moi. Moi, je peux marcher par contre pendant 8-9 heures sans fatigue, mais je marche lentement, je m'arrête, j'observe. Et Fabienne, donc, nous discutons comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Et nous nous arrêtons pour prendre un café ou prendre une pause simplement. Nous nous arrêtons évidemment dans les librairies, toutes les librairies qui sont sur notre chemin. Et toujours, j'achète des livres. Ben oui, j'achète des livres dans les autres librairies. Je n'hésite pas à dire que je suis le seul libraire à Montréal qui fait cela. Je commande des livres aussi pour mon propre usage. Je pense également être le seul à faire ça. Tandis que mes confrères, je les vois jamais dans ma librairie. Sauf quand nous avons nos réunions de la confrérie de la librairie ancienne du Québec, réunions qui se tiennent ici, à l'atelier librairie. Alors donc, aujourd'hui, alors si jamais vous êtes quelques-uns à écouter cette série, Chouchou, eh bien, vous allez voir la librairie sans doute filmée d'une manière autre que celle que vous êtes en train d'observer. Alors, vous disais-je que ce sont les gens qui me nourrissent. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un livre que je propose en vitrine. C'est un tout petit tirage, à peine quelques dizaines d'exemplaires. Et celui qui l'a écrit, le livre, espère une sorte, par cette publication-là, espère
intéresser un éditeur qui va se retrouver devant un ouvrage déjà pré, pré-imprimé, ou en fait pré-publié. Bon, c'est une autopublication, je vous le montre, mais c'est très intéressant de ce que j'ai pu en juger rapidement. Alors c'est, je vous le montre à l'écran, la vie diplomatique illustrée et expliquée, écrit par Pierre Baudouin. Et il n'y a pas de maison d'édition puisque c'est ça. Est-ce qu'il y a un ISBN? On va quand même vérifier tout ça. Oui, il y a un SBN. Et ça a été, bon, c'est lui qui possède, va sans dire, les droits d'auteur et les dépôts légaux, tant à Québec qu'à Ottawa, ont été faits. Et la mise en page, oui, c'est une mise en page très, très, très professionnelle. Le livre est fait selon les règles de l'art et en matière autopublication, c'est de plus en plus la règle. Les livres, la quantité de livres qui se publient, qui s'impriment, qui sont diffusés à travers la planète, le nombre double aux 10 ans. Et là, évidemment, nous sommes en face d'un immense réservoir de livres. Plusieurs jugent que c'est trop. Personnellement, vous connaissez mon point de vue, il n'y a pas trop de livres. Il manque de lecteurs. Il manque de temps disponible pour lire. Il manque d'endroits où on célèbre, où on vénère. Il manque d'endroits où on porte au nu l'activité de lecture. Une activité réfractaire, une activité asociale d'une certaine manière, mais si le temps de lecture, le temps que vous consacrez à la lecture, fait de vous des êtres plus ancrés dans la réalité, plus attentifs à vos propres mouvements d'humeur, plus attentifs à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez à l'intérieur de vous, m'apparaît sensé de dire que cette mise en phase avec vous-même va vous permettre d'harmoniser vos relations avec les autres. Et donc, le lecteur, lorsqu'il sort de sa tanière, lorsqu'il émerge de son havre, est en mesure d'apporter quelque chose au monde, même si cet apport-là ne paraît pas à prime abord. Alors, être bonifié, être transformé ou être nourri par ces lectures, par un effet secondaire, va nourrir le monde. Aussi, je pense que chaque livre qui existe mérite d'exister aussi. Je pense que chaque livre obéit en quelque sorte à une sorte de nécessité. Nécessité qui est indiscutable. Si quelqu'un ressent le besoin de s'asseoir derrière son ordinateur ou à sa table d'écriture, et qu'il juge bon d'allonger des idées, de tresser des phrases, de faire caracoler ensemble des images audacieuses, de proposer des synthèses inédites ou un point de vue, le sien, jamais entendu, ou même au milieu de lieux communs, ou parfois même parmi une abondance de clichés, peut-être y aura-t-il une phrase, un filon, une phrase source qui sauvera l'ouvrage en entier. J'avais un ami qui disait il suffit d'une seule phrase pour sauver un livre en entier. Alors, parfois, il faut beaucoup de phrases pour qu'une seule phrase se tienne debout et va son chemin dans le monde des mots. Alors oui, la vie diplomatique illustrée et expliquée. Ça se déroule, ce que j'ai compris, de ce que j'en ai compris, c'est que le livre est coupé en deux, est divisé en deux. Le premier, ce sont des anecdotes, des faits divers, de petite et moyenne importance, que relate l'auteur au cours de sa carrière qui s'échelonne, qui a duré 33 ans. Et il a été
il a été agent de gestion et attaché aux affaires consulaires. Agent de gestion, c'est quoi au juste? C'est l'aspect pragmatique du consul, c'est-à-dire assurance des locaux, gestion du personnel, euh, budget, budget alloué aux ambassades. Toutes ces choses qui font qu'un espace vit, respire, est organisé. Et ça, c'est pour l'aspect terre à terre de la tâche du consul. Mais il y a un autre aspect aussi, qui est également terre à terre, mais qui est dans les détails, en fait. Tenez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner quelques exemples, en fait. C'est... attendez. Les exemples. Qu'est-ce qu'une valise diplomatique? En quoi ça consiste une valise diplomatique? Qu'est-ce que l'étiquette? Comment on se tient à table? Comment on interagit avec les autres ambassadeurs? Comment ne pas faire des blagues? Le maintien dans la conversation. Ces petites choses qui font qu'un ambassadeur est capable de prendre le pouls d'une population. Je ne retrouve pas le passage que je voulais. Ah oui, tenez. Protocole et étiquette. Vous voyez, ça m'a interpellé. Il y a bien longtemps, j'avais lu L'art du savoir-vivre de Nadine de Rothschild. Ouais, je pense que c'est ça le titre exact. Et elle donnait un certain nombre de conseils, comment se comporter avec ses amis, par exemple. Comment se, comment se présenter lorsqu'on est convié à un souper, disons, toujours chez des amis. Et l'usage, tenez, ça, je peux vous livrer ce conseil protocolaire. L'usage consiste à arriver 20 minutes en retard. Vous êtes invité à souper, vous avez le droit à 20 minutes de retard. Si vous arrivez à l'heure pile, eh bien, ça a pour inconvénient que les autres seront peut-être pressés et pressés de terminer la mise en place du souper en question. Tandis que si vous arrivez 20 minutes plus tard, ça leur donne la possibilité de prendre une pause, de s'asseoir dans le salon, d'attendre la sonnerie et de vous accueillir frais et dispo. Si vous arrivez 40 minutes de retard, alors ça pose aussi un problème parce que les aliments peuvent commencer à être moins à point. Les gens vont commencer à se faire du souci. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose? Ils peuvent se demander aussi quelle sorte de personnage vous êtes pour faire attendre ainsi. Alors, on n'est pas tout à fait ponctuel, mais on n'est pas tout à fait en retard. Alors, ce qui nous dit Pierre Baudouin, sans protocole et étiquette, pas de diplomatie. On peut résumer en disant que le protocole vise l'ensemble des participants à un événement, alors que l'étiquette concerne le comportement individuel. Un ne va pas sans l'autre. Ce monde est formel. On parle ici des gens de haut niveau, désolé, disons de niveau d'instruction élevé et d'éducation bien assumée, habitués à une vie sociale active, mais de gens de culture très différentes. Tout faux pas
pourrait conduire à un incident diplomatique, car il peut être interprété de manière différente selon les cultures. Il faut strictement respecter l'ordre de présentation et de placement des drapeaux, sinon impair. Voilà pourquoi le protocole est si régimenté. Pour une visite de chef d'État, par exemple, des pages et des pages détaillent les activités, les cérémonies officielles, les gestes, le nombre de pas à faire, la position de tout un chacun, le moment à la minute près où le VIP, Very Important Person, prendra l'ascenseur et le moment suivant où il se pointera au lobby. Les employés locaux jouent un rôle crucial dans le respect du protocole local. Certaines grandes missions ont des agents spécifiquement affectés à cette tâche, ainsi qu'aux visites. Dans la plupart des autres, la secrétaire sociale, employée locale, du chef de mission et la gardienne des us et coutumes, des visites et du protocole à respecter. Quelques principes ou pratiques de base, selon moi, s'imposent. Vous voyez, il abonde dans le sens de la comtesse de Rothschild. La ponctualité est de mise. On n'arrive jamais avant l'heure. Un léger retard est accepté. Personne ne fait attendre un chef d'État. Tous les invités doivent être à leur place, parfois bien longtemps d'avance. On ne refuse pas une invitation à manger ou à boire quelque chose. Cela va du banal thé moche des Indiens, servi avec lait et du sucre. Ah, ici, le thé moche, là, pas sûr que je l'enleverais, moi. Et du sucre. Le chai, ça va à manger des chenilles grillées, offertes par un chef de village africain, croustillantes à l'extérieur et moelleuses, vous aurez deviné où, sans oublier les chapelines grillées d'Oaxaca au Mexique. J'ai aussi mangé du crocodile à Abidjan, mais au moins, je l'avais déjà vu la bête. Car la bête, mais jamais la même vous aurez compris, était régulièrement suspendue par le museau dans la cuisine de l'hôtel intercontinental. Vous demandez et je réponds, poulet et poisson à la fois, gras et maigre, on vous resserre. Non, merci. Bon, évidemment, respecter strictement le code de... Bon, je vais conclure là-dessus. Alors, il nous dit ici quelques faux pas protocolaires. Le 8 janvier 1992, le président George Bush, papa, vomit sur le premier ministre du Japon lors d'un banquet officiel. Ouais, ça, j'admets que vomir sur un premier ministre... il faut quand même le faire. Hein? Mais là, c'est le père Bush. Alors, on ne sait pas comment le fils aurait réagi. Peut-être que lui aurait lapé sur au revers du veston du premier ministre nippon, voulant réparer sa bévue, ne sait-on jamais. C'est assez redoutable, hein, l'homme qui peignait des caniches. En 2009, Michelle Obama passe son bras autour de la taille de l'intouchable reine Élisabeth II. Les tabloïds britanniques s'offusquent. En octobre 2000, le chancelier de l'Allemagne, Gerhard Schröder, éteint accidentellement la flamme perpétuelle du musée de l'Holocauste en Israël. Ça c'était quand même une faute protocolaire assez importante. Une histoire maintes fois répétée, la reine Victoria, lors d'un banquet officiel, voit l'hôte d'honneur boire le rince-doigt. Les participants retiennent leur souffle. La reine s'exécute et boit le sien. Incident évité. Alors ça se poursuit. L'étiquette... toujours présenter un subordonné à un supérieur, un homme à une femme,
On accompagne toujours notre invité au moins jusqu'à l'ascenseur. On soulève le bord du bol, la soupe, vers l'extérieur et on ramasse la soupe de l'extérieur vers l'intérieur. Ne jamais laisser la cuillère à soupe dans le bol. Pour indiquer que l'on a terminé, placez les couverts ensemble à droite. Un homme précède une femme dans un escalier en montant et en descendant. Il faut toujours se présenter, prendre l'initiative, mais savoir être bref et simple. On vous demandera au besoin des compléments d'information. Si on ne se souvient pas des noms, il est tout à fait acceptable de demander aux gens de se présenter. Pratiquez l'art du small talk, éviter les sujets sensibles tels la politique, la religion, la nourriture. Enfin, à moins de se savoir en compagnie de confiance. Attention aux blagues, les règles d'étiquette de la vie de tous les jours s'appliquent. Si vous voulez faire carrière, apprenez à bien manger. Pour ceux qui désirent pousser plus loin, voir l'excellent guide du département d'État des États-Unis, Protocol for the Modern Diplomat, à l'adresse http://www.state.gov. En fait, attendez, je pense que je vais me donner la peine à mes amis YouTubiens. Je pense que je vais me donner la peine de mettre en note de bas d'écran ce guide du département des États-Unis d'Amérique sur le protocole. Ne sait-on jamais, cela pourrait vous servir. Alors donc, je vais peut-être y revenir, peut-être pas. Assurément, le livre est en vitrine. Le livre est beau, en couleur, des photos, tenez, regardez. Voilà. Il a cette première qualité que je juge essentielle pour un livre, sa beauté. Alors, le protocole en matière livre voudrait que l'usage voudrait que, non pas le protocole, mais l'usage voudrait que les livres en partant, à défaut d'être beaux, doivent être sobres. Ne doivent pas être criards, ne doivent pas être d'apparence tapageuse. En fait, les livres doivent être diplomates. À demain.